5 milliards de francs CFA, en liquide, traversent Ouagadougou comme une déchirure. La masse d'argent, coincée dans une valise, contredit le discours rassurant des investisseurs et expose une mécanique d'influence qui avance sans uniforme. Que signifierait, pour quelqu'un qui regarde de loin, laisser cette somme décidée à la place d'un peuple, alors qu'Ibrahim Traoré affirme empêcher le pays d'être racheté morceau par morceau? Quand l'avenir tient dans une valise, le scandale devient une épreuve de souveraineté. Dès le départ, ce récit fait une promesse claire: offrir une grille de lecture pour comprendre comment une crise apparemment financière devient un test politique majeur. En une trajectoire continue, l'histoire montre comment une somme en liquide, des intermédiaires discrets et des structures prétendument humanitaires peuvent servir de levier d'ingérence sans jamais apparaître comme tels. L'intérêt est concret: apprendre à voir les risques invisibles avant qu'ils ne deviennent irréversibles. L'enjeu dépasse largement l'épisode de la valise. Il touche à la capacité d'un État fragile à protéger sa trajectoire, à maintenir la cohésion de ses forces armées et à préserver la possibilité pour la population de décider sans pression extérieure. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme un point de convergence où se cristallisent des choix institutionnels, militaires et sociaux. Comprendre ces mécanismes permet d'éviter une lecture simpliste, faite de scandales ou de rumeurs, et d'entrer dans une analyse structurée des rapports de pouvoir contemporains. À partir de là, une question centrale se pose: comment une opération apparemment banale peut-elle révéler une bataille beaucoup plus large? Et la réponse arrive aussitôt, sans détour. Tout commence non par un sommet diplomatique, mais par une interpellation presque banale. Le 8 novembre 2024, les services de sécurité découvrent une valise contenant 5 milliards de francs CFA, transportée par un homme trop discret pour être un simple visiteur. Ce chiffre, isolé mais massif, suffit à déplacer la lecture de l'événement. Il ne s'agit ni d'un investissement, ni d'un prêt, mais d'un signal brut. Très vite, le contexte se resserre. Les enquêteurs comprennent que la somme interceptée n'est qu'un point d'entrée dans un mécanisme plus vaste où l'argent liquide sert de passerelle vers des réseaux d'intermédiaires soigneusement compartimentés. La piste mène à d'anciens officiers formés à l'étranger, à des financiers jouant sur plusieurs tableaux et à des relais administratifs capables de maquiller des flux sous des vocabulaires respectables. Dans ce dispositif, chaque détail compte. Un appel bref, un rendez-vous improvisé, un protocole déjà imprimé. C'est ici que la notion de guerre invisible, souvent reprise par Ibrahim Traoré, prend un sens précis. La bataille ne se joue pas sur les lignes de front, mais dans les salons feutrés, les bureaux loués à la semaine et les accords rédigés avant même que les acteurs officiels n'entrent en scène. L'objectif n'est pas la confrontation directe, mais l'inflexion progressive d'une trajectoire politique, obtenue par l'achat de loyauté ciblée. Un micro-épisode illustre cette logique. Un officier reçoit une proposition présentée comme anodine, un simple échange informel pour accompagner une transition. Les mots sont polis, les intentions floues, et la valise n'apparaît qu'à la fin de la discussion comme une formalité. Cette scène, brève mais décisive, montre comment l'ingérence cherche d'abord à se rendre ordinaire. En refermant la boucle ouverte au début, une évidence s'impose: la distance entre une somme d'argent et le destin d'une nation n'est pas abstraite. Elle se mesure à ces interactions minimes, où un pays peut basculer sans bruit. À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite et se recentre sur ceux qui servent de point de passage. Les véritables guides ne sont ni les financiers venus de l'extérieur, ni les intermédiaires trop sûrs d'eux, mais un noyau réduit d'officiers burkinabés placés au cœur de la chaîne de commandement. Leur rôle n'est pas héroïque au sens classique. Il est méthodique, discret, presque administratif. Ils entendent les premières rumeurs, notent les incohérences et transmettent sans bruit. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, ces signaux faibles deviennent des données exploitables. Plutôt que de rejeter les approches ou de provoquer une rupture immédiate, une ligne de conduite s'impose. Observer, laisser croire à une hésitation, puis suivre la trace de ceux qui pensent déjà avoir gagné. Cette posture produit un premier impact concret. Les tentatives d'influence, croyant progresser, multiplient les contacts et exposent involontairement leurs relais.
2 scènes suffisent à mesurer l'effet précoce de cette stratégie. Dans un premier cas, un officier expérimenté est convié à une rencontre dans un bureau loué pour quelques jours. La discussion reste vague, mais un protocole imprimé révèle qu'un scénario politique est déjà rédigé. Dans un second cas, un cadre plus jeune se voit promettre une ascension rapide au nom d'un réaménagement inévitable. Là encore, les engagements financiers précèdent de toute décision réelle. Ces approches, loin d'aboutir, renforcent la cohésion interne. Elles permettent de cartographier les circuits, d'identifier les méthodes et de sécuriser les unités ciblées. Et, très concrètement, on comprend que la loyauté silencieuse modifie l'équilibre avant toute arrestation. L'activation du mécanisme devient visible lorsque la rumeur persistante se transforme en routine. Les contacts se multiplient sans éclat. Un appel passé depuis une ligne cryptée, un rendez-vous improvisé dans un restaurant anonyme, une chambre d'hôtel louée à la semaine et réglée en liquide. À chaque étape, l'intermédiaire agit comme si l'issue était acquise. Il parle peu, propose beaucoup, évoque des appuis extérieurs et répète que la transition doit rester maîtrisée. Ce vocabulaire feutré sert d'écran à une logique simple. Acheter du temps, puis des fidélités. Dans ce flux, les services burkinabés observent sans interrompre. Les informations remontent par paliers, se croisent, se vérifient. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la consigne reste constante. Ne rien brusquer, laisser le piège se refermer lentement. Cette phase d'activation produit un effet paradoxal. Plus le réseau croit avancer, plus il laisse de traces. Les rendez-vous s'enchaînent, les promesses s'accumulent et la valise circule comme une garantie silencieuse. Le point de bascule survient lorsque les enquêteurs établissent que l'argent ne provient pas d'une source isolée. Les circuits repérés apparaissent déjà dans d'autres opérations de déstabilisation régionale. L'affaire change alors d'échelle. Il ne s'agit plus d'un acte de corruption ponctuel, mais de la pièce visible d'un dispositif structuré. Les équipes se coordonnent, sécurisent les officiers approchés et anticipent le moment d'intervenir sans laisser au réseau la possibilité de se replier. Le moment décisif se joue le 8 novembre 2024 dans un hôtel du centre de Ouagadougou. L'intermédiaire, convaincu de conclure, arrive avec la valise pleine, lourde, prête à être échangée contre des engagements précis. Au signal convenu, une unité spéciale intervient. L'opération est rapide, silencieuse, sans coup de feu. Les gardes sont neutralisés, l'homme arrêté, la valise saisie. En quelques minutes, la trajectoire d'un coup d'État soutenu de l'extérieur s'effondre. Les répliques commencent immédiatement. Les autorités tracent la provenance des fonds, identifient dans des sociétés écrans et établissent des connexions entre plusieurs capitales. Les images circulent, montrant Ibrahim Traoré, entouré de soldats restés fidèles. Pour une partie de la population, la scène symbolise un refus clair d'être acheté. Pour les analystes, elle marque un précédent. Un réseau entier exposé sans violence grâce à une chaîne de commandement qui choisit la cohésion. L'onde de choc dépasse la capitale. Dans les casernes, les radios locales et les quartiers populaires, les discussions s'intensifient. Des citoyens s'interrogent sur l'ampleur réelle des tentatives d'ingérence. Des journalistes revisitent d'anciennes affaires sous un nouveau prisme. L'événement cesse d'être un épisode discret et devient un repère collectif. Ce passage, du secret à la visibilité, prépare le terrain pour l'étape suivante, celle où les chiffres et les données donnent une forme mesurable à ce qui, jusque-là, relevait de l'ombre. Le moment qui suit l'arrestation marque un changement de registre. Le récit quitte le terrain des opérations discrètes pour entrer dans celui des chiffres, là où l'État cherche à donner une forme mesurable à ce qui semblait jusqu'alors insaisissable. Avant l'interpellation, les soupçons reposaient sur des signaux faibles. Après, les données publiées dessinent un système cohérent. D'abord, on observe les flux financiers. Les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA transitent par des comptes liés à des organisations présentées comme humanitaires. Ce chiffre dépasse largement la somme contenue dans la valise saisie et en change la lecture. Il montre que l'épisode visible n'est qu'un fragment d'un circuit plus vaste. Autrement dit, l'argent liquide n'est pas une anomalie, mais un outil parmi d'autres pour injecter des ressources et tester des loyautés. Ensuite, un autre signal apparaît dans les communications. Les autorités recensent 32 appels en moins de 3 semaines entre les personnes interpellées et des relais situés à l'étranger. La donnée est brute,
mais sa portée est précise. Les pics d'échange correspondent au moment où certaines unités militaires subissent des tentatives de déstabilisation dans le nord du pays. La corrélation suggère une coordination destinée à évaluer la solidité des forces restées loyales à Ibrahim Traoré, plutôt qu'une simple conversation opportuniste. Enfin, un troisième élément se lie dans la réaction sociale. La réaction sociale. Dans les 48 heures suivant l'annonce de l'arrestation, plus de 1,2 million de messages de soutien sont recensés sur les réseaux sociaux. Cette mesure ne prétend pas traduire une unanimité, mais elle révèle un basculement rapide. Une partie de la population passe d'une posture d'observation méfiante à une implication plus affirmée dans la défense de la souveraineté nationale. Le symbole de la valise agit comme un catalyseur. Pris ensemble, ces trois blocs forment un avant et un après lisible. Avant, l'ingérence se dissimule dans des circuits fragmentés et des récits techniques. Après, les chiffres exposent la profondeur du réseau, sa méthode d'action et ses effets immédiats. Cette lecture chiffrée ne ferme pas le débat, mais elle en fixe les contours. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement de publier des données, mais de transformer ces preuves en levier politique et institutionnel. Les chiffres deviennent alors un outil de narration officiel, destiné à contrer les interprétations concurrentes. Ils déplacent la discussion du soupçon vers la démonstration et ouvrent une nouvelle boucle de curiosité. Si les preuves sont aussi structurées, quelles lectures opposées vont émerger à l'extérieur du pays ? Sur la scène internationale, l'affaire de la valise suscite rapidement deux interprétations opposées, chacune structurée et portée par des acteurs disposant de leurs propres arguments. La première lecture, relayée par plusieurs chancelleries occidentales, présente l'épisode comme le symptôme d'une dérive sécuritaire. Selon cette position, le Burkina Faso verrait des ingérences partout, au risque de s'isoler de partenaires essentiels. La suspension de certains programmes, l'arrêt de coopération et la perspective de sanctions économiques seraient, dans ce cadre, les conséquences prévisibles d'une stratégie jugée trop défensive. Cette lecture insiste sur un point central. Un État fragile ne peut, sans coup, rompre avec ses appuis traditionnels. Les critiques soulignent que la fermeture de canaux financiers et diplomatiques pourrait affaiblir l'économie, réduire les capacités de l'administration et accroître la vulnérabilité sociale. Dans cette optique, l'affaire de la valise serait moins une victoire qu'un signal d'alarme, annonçant un repli potentiellement dangereux. La seconde lecture adopte une perspective inverse, largement partagée par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine. Elle considère que la dépendance prolongée constitue une menace plus profonde que toute réduction temporaire d'aide extérieure. Selon cette approche, certains programmes conditionnels entretiennent une vulnérabilité structurelle, et des contrats miniers déséquilibrés privent les populations de leurs propres ressources. L'épisode de la valise illustrerait alors une réalité rarement rendue visible, des mécanismes d'influence présentés comme de la coopération. La réponse à ces deux positions s'appuie sur les données publiées, les autorités mettant en avant une hausse de 7% de la production aurifère en 2024 et une augmentation de 12% des recettes minières, malgré la rupture avec certains partenaires. Ces chiffres ne dissipent pas tous les risques évoqués par la première lecture, mais ils fragilisent l'idée qu'une stratégie d'autonomie conduirait mécaniquement à l'effondrement. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le débat se déplace ainsi d'un affrontement de narratifs vers un terrain intermédiaire, où les faits redessinent les contours du possible. Prononcée lors d'un discours improvisé, la déclaration « Le Burkina Faso n'est plus à vendre » agit comme un pivot narratif. En quelques mots, Ibrahim Traoré déplace l'affaire de la valise hors du registre technique pour l'inscrire dans un cadre politique explicite. Ce n'est plus seulement une opération déjouée, mais une ligne rouge formulée publiquement. Cette révélation médiane modifie la perception de l'ensemble du récit. Jusqu'ici, les événements pouvaient être lus comme une série d'actions défensives, coordonnées mais discrètes. Avec cette prise de parole, la stratégie devient lisible. Assumer le conflit de cadre, accepter le coût symbolique d'une position ferme et transformer un épisode clandestin en message adressé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La valise cesse d'être un objet saisi, elle devient un signe. Le changement de focale est immédiat.
À l'intérieur, la déclaration renforce la cohésion des forces restées loyales et donne un sens politique aux gestes silencieux des semaines précédentes. À l'extérieur, elle oblige les partenaires et les observateurs à reformuler leurs analyses. Il ne s'agit plus de spéculer sur une dérive sécuritaire, mais d'interroger la viabilité d'un choix assumé. Ce point ouvre une nouvelle question. Si cette ligne est maintenue, quelles conséquences concrètes va-t-elle produire pour l'État, l'économie, la population et l'équilibre régional sous la conduite d'Ibrahim Traoré? Les effets de l'affaire de la valise ne se limitent ni à l'arrestation, ni à la déclaration politique qui suit. Ils se déploient selon 4 lignes d'impact distinctes, chacune touchant des acteurs différents et révélant ce que signifie, dans la pratique, une souveraineté assumée sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'épisode devient un levier institutionnel. Les autorités transforment l'échec du réseau en justification politique pour revoir des cadres existants. Des contrats miniers sont renégociés, avec pour résultat une hausse annoncée de 15% des revenus aurifères et l'obligation pour certaines sociétés étrangères de réinvestir localement une part de leurs bénéfices. Un fonds souverain dédié aux infrastructures est également créé, signalant que les ressources stratégiques doivent produire des effets visibles sur le territoire. Ces mesures restent fragiles, mais elles redonnent une marge d'action administrative qui faisait défaut. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le message est plus ambivalent. Les règles deviennent plus strictes, mais aussi plus lisibles. Certains investisseurs dénoncent une orientation protectionniste et réévaluent leurs risques. D'autres y voient l'émergence d'un cadre plus prévisible, où la stabilité institutionnelle prime sur la rente historique. Dans les notes d'analyse, l'expression « modèle Traoré » commence à circuler, non comme une doctrine formalisée, mais comme un repère indiquant un changement de rapport de force. Pour la population, l'impact est d'abord symbolique, puis civique. L'arrestation et les images diffusées déclenchent un afflux massif de réactions, déjà visible dans les chiffres des réseaux sociaux. Des associations se structurent, des débats émergent dans les écoles et sur les radios communautaires. L'idée qu'un pays peut refuser d'être acheté gagne en légitimité. Cette mobilisation n'efface ni la pauvreté ni les tensions sécuritaires, mais elle modifie le lien entre citoyens et institutions, en réintroduisant une forme de confiance conditionnelle. Pour la région, enfin, les répercussions dépassent le cadre national. Le Burkina Faso renforce ses liens avec le Mali et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel. Des projets agricoles, énergétiques et sécuritaires communs prennent une consistance nouvelle. Pour les observateurs régionaux, cette convergence représente une tentative de sortir des circuits traditionnels de dépendance. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme celui d'un acteur capable d'influencer l'équilibre sahélien, au-delà des frontières immédiates. Ces 4 conséquences ferment la boucle ouverte au point médian. La ligne affichée produit des effets mesurables, mais elle ouvre aussi une nouvelle question. Comment cette trajectoire peut-elle évoluer dans les mois à venir, entre consolidation prudente et risque d'isolement? À partir de cette trajectoire, 3 scénarios plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Ils ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à clarifier les cadres dans lesquels les décisions prises aujourd'hui peuvent produire des effets différenciés. Dans une hypothèse réaliste, la plus probable, le Burkina Faso avance par inertie maîtrisée. Les institutions continuent de se consolider sans rupture brutale, la réforme des forces armées progresse par étapes, et la renégociation des contrats miniers s'inscrit dans des cadres juridiques stabilisés. La croissance reste modérée, autour de 3,5%, suffisante pour maintenir l'activité et attirer des partenariats régionaux fondés sur des relations plus équilibrées. Dans ce cas, Ibrahim Traoré maintient le cap affiché, tout en gérant les tensions diplomatiques par des ajustements pragmatiques plutôt que par l'affrontement. Dans une hypothèse plus favorable, la dynamique régionale joue un rôle d'accélérateur. La coopération renforcée au sein de l'Alliance des États du Sahel se traduit par des investissements croisés, notamment dans l'énergie et l'agriculture. La mutualisation de certaines infrastructures réduit les coûts et sécurise des routes commerciales stratégiques. Si ces projets se concrétisent, la croissance pourrait atteindre 6% dès l'année suivante, offrant un effet de levier inédit dans les négociations internationales. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé
que comme l'un des artisans d'une intégration régionale émergente. Dans une hypothèse plus fragile, la trajectoire se heurte à un durcissement externe, une combinaison de sanctions financières, de pressions diplomatiques et de nouvelles tentatives de déstabilisation pourrait entraîner un repli économique. Une contraction de 2% du PIB suffirait à fragiliser la cohésion sociale et à raviver des tensions internes, ouvrant des espaces que les réseaux d'ingérence chercheraient à exploiter à nouveau. Ce scénario reste incertain, mais il rappelle que l'autonomie affichée s'accompagne de vulnérabilités persistantes. Une règle de lecture permet de traverser ces hypothèses sans se perdre. Ne pas confondre vitesse et direction. Un pays peut ralentir ou accélérer, mais c'est la cohérence de la trajectoire, plus que l'intensité ponctuelle, qui détermine la solidité d'un projet politique porté par Ibrahim Traoré. À ce stade, le récit peut sembler lointain pour celui qui n'observe le Burkina Faso qu'à distance. Pourtant, l'affaire de la valise résonne au-delà de son cadre géographique, dès lors qu'on la relie à des expériences plus universelles. 3 angles permettent ce déplacement sans forcer l'analogie. Le premier touche au rapport à l'autonomie. Dans de nombreux contextes, individus comme institutions sont confrontés à des offres assorties de conditions implicites. Financement rapide, partenariat avantageux, soutien présenté comme indispensable. L'épisode burkinabé invite à une question simple. Jusqu'où accepter un bénéfice immédiat sans perdre une part de maîtrise sur ses choix futurs? Cette tension, visible à l'échelle d'un État, se retrouve aussi dans des trajectoires professionnelles ou communautaires. Le deuxième angle concerne la vigilance face aux influences. Les mécanismes décrits, intermédiaires lisses, discours rassurants, cadres déjà rédigés, ne sont pas propres à une seule région. Ils rappellent que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par la contrainte, mais souvent par la normalisation. Reconnaître ces signaux faibles devient alors une compétence collective, applicable dans d'autres environnements politiques, économiques ou sociaux. Le troisième angle renvoie à la responsabilité individuelle. Le récit montre qu'un nombre limité d'acteurs, par des gestes discrets et répétés, peut infléchir une trajectoire plus large. Cette idée dépasse le cadre militaire. Elle parle aux employés, aux étudiants, aux entrepreneurs et aux fonctionnaires confrontés à des choix ordinaires dont l'impact n'est visible qu'à long terme. En reliant ces 3 dimensions, l'histoire conduite sous l'autorité d'Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle à reproduire, mais une méthode de lecture. Elle suggère que la souveraineté collective, quelle que soit l'échelle, repose aussi sur la capacité des individus à interroger ce qui prétend décider à leur place. Après l'exposition des faits et de leurs effets, les autorités esquissent une ligne d'action destinée à transformer un épisode spectaculaire en cadre durable. L'objectif n'est pas de multiplier les symboles, mais de traduire la souveraineté revendiquée en pratiques observables et mesurables sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Pour commencer, l'action concerne l'assainissement des flux financiers. Les administrations ciblent en priorité les circuits où circulaient des fonds présentés comme humanitaires. Des contrôles systématiques sont renforcés et la réussite se mesure au nombre de canaux fermés et de transactions requalifiées. Cette approche vise moins à sanctionner qu'à réduire les zones grises exploitables. Puis, l'effort porte sur l'encadrement des ressources minières. La renégociation des clauses contractuelles cherche à garantir que le pays conserve une part accrue de ses richesses. Les ministères compétents intègrent ces exigences dans les nouveaux accords, avec un indicateur central, la proportion des bénéfices effectivement réinvestis localement. Ensuite, il s'agit d'institutionnaliser à institutionnaliser l'expérience du complot déjoué. Les écoles militaires et les organes de contrôle adoptent cet épisode comme cas d'étude permanent. L'efficacité se juge à la capacité des unités formées à détecter plutôt des tentatives similaires avant qu'elles n'atteignent un point critique. Après cela, l'objectif est aussi de stimuler la vigilance citoyenne. Les autorités encouragent les médias locaux, les associations et les radios communautaires à documenter et débattre des influences extérieures. Les progrès se lisent dans la qualité des échanges publics et leur continuité. Et pour finir, l'approche mise sur la transparence comme méthode. La publication régulière de données et l'acceptation du débat contradictoire deviennent des outils à part entière.
L'ambition est simple, réduire l'emprise des récits imposés en rendant les informations essentielles accessibles et discutables. Lorsque la nuit retombe sur Ouagadougou, une image persiste, celle des officiers qui, dès les premiers instants du complot, ont choisi de feindre l'hésitation pour mieux remonter la chaîne d'ingérence. Ce motif, introduit au début du récit, revient ici comme un fil discret reliant le calme apparent des débuts à la tension du dénouement. Leur fidélité silencieuse donne une profondeur concrète aux décisions prises au sommet de l'État. Sous cette lumière, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un geste isolé que comme l'aboutissement d'une cohésion patiemment construite. La valise de 5 milliards, lourde et tangible, symbolise ce qui aurait pu être acheté, puis ce qui a été refusé. Elle condense à elle seule la tentation, le risque et la ligne de refus qui s'est imposée. Dans les quartiers populaires, l'histoire circule désormais sous forme d'anecdotes. On évoque l'officier qui a noté chaque détail, celui qui a transmis l'information au moment décisif, celui qui a tenu bon sans jamais apparaître. Ces récits n'effacent ni les menaces persistantes, ni les fragilités du quotidien, mais ils nourrissent une idée simple, une bascule nationale peut parfois dépendre de gestes presque invisibles. La phrase qui demeure agit comme un point d'ancrage. La loyauté n'a pas de prix. Elle résume ce que l'argent a tenté d'acheter, ce qu'il n'a pas obtenu, et ce que le pays, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, refuse désormais de céder. L'histoire ne se referme ni sur la saisie d'une valise, ni sur une déclaration marquante. Elle continue de s'écrire dans les gestes ordinaires d'un pays qui cherche à décider par lui-même, jour après jour, sous une pression qui ne disparaît jamais totalement. Ce qui s'est joué au Burkina Faso rappelle que les rapports de dépendance ne s'imposent pas toujours par la force, mais souvent par des offres trop simples, des récits déjà prêts et des avantages présentés comme inévitables. Pour le spectateur, même éloigné du Sahel, cette trajectoire ouvre un espace de réflexion plus large. Chaque société possède ses propres valises silencieuses, des opportunités séduisantes, des compromis présentés comme techniques, des décisions prises ailleurs mais justifiées ici. Les reconnaître demande du temps, de la vigilance et une capacité à interroger ce qui paraît normal. Plutôt que de conclure par une certitude, ce récit invite au dialogue. Comment se fabriquent les dépendances aujourd'hui ? À quel moment une aide devient-elle une influence ? Et jusqu'où chacun accepte-t-il que d'autres fixent la valeur de ses choix collectifs ou individuels ? Si cette histoire du Burkina Faso et du parcours d'Ibrahim Traoré vous évoque des situations proches ou lointaines, vous pouvez les partager, les questionner, les discuter. C'est souvent dans ces échanges discrets mais persistants que se construisent en fait les réflexes qui empêchent les décisions silencieuses de s'imposer durablement.